Troisième et dernière vidéo sur la question de l'esclavage. Nous avons vu donc dans la précédente vidéo la réfutation du concept juridique de droit d'esclavage. Nous allons voir comment cette question va en fait largement déborder le champ juridique pour en fait devenir vraiment une question, peut-être pas la question centrale, mais une des questions absolument centrales de la réflexion philosophique, euh, notamment chez Rousseau. Hein. Et donc j'ai intitulé cette partie vers l'élaboration de la notion moderne de l'individu, puisque je crois que cette question, bon, peut-être pas à elle seule, mais cette question va vraiment contribuer à la fondation de la notion moderne d'individu chez Rousseau et chez Kant. Alors, c'est un peu le paradoxe donc, que j'avais annoncé dans l'introduction. Alors, d'abord, la mise au point de la définition de l'homme par la liberté. Bon, on a vu avec Montesquieu l'argumentation juridique. Elle est fondamentale, mais au fond, elle n'a pas une conséquence aussi importante chez Montesquieu, pardon, que chez Rousseau. Parce que chez Rousseau, en fait, ça va devenir la base d'une réflexion anthropologique sur la nature de l'homme, essentiellement dans le contrat social en 1762. Donc on est, si je compte bien, 14 ans après l'esprit des lois, et Rousseau va reprendre en fait tout à fait les mêmes arguments que Montesquieu, par exemple l'argument du droit de la guerre, l'argument du contrat d'esclavage, l'argument de l'esclavage par naissance, mais en fait il va en tirer des considérations sur la nature de l'homme, et c'est là où je disais la réflexion sur l'esclavage va prendre vraiment une tournure, un tournant anthropologique. Anthropologique, je veux dire par là, qui va donner lieu à une réflexion sur ce qu'est l'homme. Et c'est ça qui m'intéresse au fond, c'est comment la réflexion sur l'esclavage va contribuer à redéfinir l'idée même de l'homme. Alors, on glisse donc du terrain strictement juridique vers le terrain anthropologique, et le point d'aboutissement, c'est la liberté inaliénable, de l'être humain. Bon, alors j'avais déjà vu, oui, je vous ai un petit peu remis l'argument sur le droit de la guerre, l'argument sur le contrat d'esclavage. En fait, ce qui résulte de l'un et l'autre cas, de l'un et l'autre argument, c'est que, en fait, la liberté ne peut pas s'échanger. On ne peut pas échanger sa liberté contre sa vie, dans le cas du droit de la guerre, et on ne peut pas non plus échanger sa liberté contre ses dettes, ou contre un bien, ou contre de l'argent, ou contre quoi que ce soit. Dans tous les cas, c'est un marché de dupes, c'est déjà un petit peu ce qu'on avait vu avec Montesquieu. Rien ne peut payer l'abandon de la liberté, parce que fondamentalement, c'est un marché impossible. Je veux dire par là que payer quelque chose de sa liberté, en soi, c'est déjà un acte libre, c'est déjà une décision libre. C'est-à-dire qu'en fait, si je dis, bon, bah voilà, je décide d'acheter mes dettes au moyen de ma liberté, non, bon, en fait, c'est un acte que je pose au moyen de ma liberté, c'est-à-dire que le fait même de pouvoir faire cet acte prouve qu'au fond, je ne peux pas supprimer ma liberté. Je peux, par exemple, me couper la main pour payer une dette si je trouve quelqu'un d'assez fou pour accepter un marché pareil. Bon, mais par contre, je ne peux pas séparer ma liberté de moi-même. C'est là, en fait, exactement le cas d'une propriété inaliénable. Inaliénable, ça veut dire qu'on ne peut pas détacher de soi. Aliéner un bien, c'est le vendre ou le donner. L'aliénation, c'est un transfert de propriété. Bon. Mais en fait, la liberté, ce n'est pas un bien que l'on puisse aliéner, c'est-à-dire qu'on puisse donner ou vendre, puisque en fait, c'est un bien qui est inséparable de soi-même, qui est inséparable de l'essence de l'homme. Renoncer à sa liberté, écrit Rousseau, c'est renoncer à sa qualité d'homme. La liberté est une chose qui est inséparable de la qualité d'homme, et par conséquent, on ne peut pas en faire commerce, on ne peut pas en faire l'objet d'une transaction. Alors, comment la liberté devient-elle l'essence même de l'homme chez Rousseau? Eh bien, je crois qu'en fait, tout simplement, Rousseau posait cela par d'une très simple constat de différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme est juge des moyens propres à se conserver. Propre à se conserver, pardon. Encore une citation tirée du contrat social, toujours le premier livre du contrat social, oui, pardon, j'aurais dû le dire. Tandis que l'animal, lui, n'est pas juge des moyens propres à se conserver. C'est-à-dire qu'en fait, l'animal, voilà, quand on examine en fait le développement d'un animal d'un côté et le développement d'un homme de l'autre, on s'aperçoit que ça marche pas du tout de la même façon. C'est-à-dire qu'un animal ne juge pas des moyens propres à se conserver, c'est-à-dire que en fait, il ne fait qu'obéir à la nature, c'est-à-dire il ne fait
qu'obéir, excuse-moi, à son instinct, hein, pour se conserver lui-même. Et d'ailleurs, Rousseau fait remarquer, alors ça c'est pas dans le contrat social, c'est dans le discours sur l'inégalité que j'évoquais dans une précédente vidéo. Dans le discours sur l'inégalité, Rousseau fait remarquer que par exemple un animal pourra se laisser mourir de faim si, par exemple, je sais pas, mettons un animal sauvage tombe dans un piège avec un piège tendu par des chasseurs, un trou, et en fait il ne peut pas en sortir. Et imaginons dans cette fosse se trouvent en fait des cadavres d'autres animaux. Un animal fructivore n'y touchera jamais, alors même que peut-être cela pourrait permettre sa survie, parce qu'en fait, il est guidé par un instinct qui est très sûr, hein, mais qui parfois peut aussi s'avérer être un mauvais guide, hein. Tandis que l'homme, à l'inverse, n'a pas un instinct qui le guide en toutes choses, hein. L'homme est capable en fait de s'émanciper de la voie de l'instinct, ce qui, à contrario, est souvent en fait ce qui, à contrario, remet sa conduite à la raison, qui souvent est un mauvais guide, hein, qui le conduit dans beaucoup d'errements, beaucoup d'erreurs, etc. Donc, voilà, la différence fondamentale, c'est que l'animal est gouverné par son instinct et que l'homme est gouverné par sa raison. Ce qui d'ailleurs chez Rousseau n'est pas forcément, comment dire, un point de vue de suprématie de l'homme sur l'animal, puisqu'en fait la raison, comme je vous disais, nous fait souvent faire beaucoup plus d'erreurs que de bons choix, hein. Euh, donc, si les hommes sont tous libres par leur nature, hein, du fait donc qu'ils ne sont pas soumis à l'instinct comme les animaux, eh bien alors cela les rend égaux par nature, hein, et c'est l'ouverture, la très célèbre ouverture du contrat social. Les hommes sont nés libres et partout ils sont dans les fers. C'est la première phrase que Rousseau inscrit dans le texte du contrat social, hein. Les hommes sont nés libres et partout ils sont dans les fers. Évidemment, notre constitution s'en souvient puisque notre Constitution a adopté en préambule la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, et les rédacteurs de la Déclaration, évidemment, se souvenaient de Rousseau lorsqu'ils écrivaient « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Hein. C'est évidemment la phrase liminaire de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la base de notre modernité politique, c'est-à-dire l'abolition de la société d'ordre, hein, de la société de privilèges, la base de notre modernité politique vient directement de l'inspiration de la question de l'esclavage, enfin de la réflexion sur la question de l'esclavage, hein, qui chez Rousseau donc occupe une place absolument prioritaire, hein, dans le contrat social, puisque c'est pas la première, mais ça fait partie des premières questions qu'il envisage pour fonder sa théorie politique, donc qui aura pour base l'égalité des hommes entre eux, hein, la liberté naturelle de l'homme. Voilà. Alors, loin, comment tirer de là cette idée de la dignité de l'individu? Alors c'est quand même, je le rappelle, tout à fait paradoxal d'imaginer que c'est en fin de compte l'expérience de l'esclavage qui a fait privé de toute forme de dignité et de droit à des millions de personnes, qui a donné l'occasion de la réflexion sur la dignité de l'individu, qui va devenir en fait absolument centrale, je disais, dans la conception moderne de l'individu. Eh bien, Kant va établir de façon très claire dans les fondements de la métaphysique des mœurs en 1784 la notion de dignité humaine. Alors, en fait, l'objet de Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs, c'est d'établir une définition générale des devoirs, hein. Kant n'invente pas du tout la notion de devoir humain, et il ne prétend pas du tout faire œuvre d'originalité, au contraire, il se base vraiment sur la morale commune, hein, celle qui fait, si vous voulez, celle qui fait que nous nous sentons obligés. Quand, par exemple, notre ennemi est injustement accusé, eh bien, nous nous sentons obligés de ne pas travestir la vérité, même si, au fond, nous détestons la personne accusée. Ou encore, ce sentiment du devoir qui fait que
qui fait que nous sentons bien que nous n'avons pas le droit de porter un faux témoignage, même quand cela nous arrangerait, hein, même si c'est dans notre intérêt. Bon, alors voilà, donc la question, si vous voulez, que pose Kant, c'est ce sentiment du devoir, en fait, qu'exprime-t-il? Que c'est pas simplement une pure émotion subjective, hein, il y a un principe rationnel qui est derrière. Oui, si c'était simplement une émotion subjective, en fait, on ne se sentirait pas lié, on ne se sentirait pas obligé, hein. Au contraire, on a l'impression ici qu'il y a non pas un pur sentiment, mais quelque chose qui s'oppose à nos sentiments, qui s'oppose par exemple à notre affection, ou à notre pitié, ou à notre quelque chose, en fait, un principe rationnel qui s'exprime à l'encontre des principes affectifs, hein. Le devoir, c'est pas un principe affectif, c'est un principe rationnel. Alors, oui, pardon, j'ai oublié de préciser quelque chose que j'ai mis dans les notes, hein. Le fil directeur de Kant, c'est l'analyse du devoir. C'est pas la question de l'esclavage, hein, je vous l'ai dit, la question de l'esclavage, à la différence de Rousseau, n'est pas fondamentale et essentielle pour Kant, c'est pas son fil directeur, hein, c'est l'analyse du devoir. Bon. Alors, Kant va donner en fait une analyse très approfondie des fondements du devoir, hein, il va l'exprimer à travers plusieurs formules célèbres. La formule qui m'intéresse ici, c'est la troisième formule, qu'il exprime ainsi dans la deuxième partie, la deuxième section des fondements de la métaphysique des mœurs. Agis toujours de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne d'autrui, toujours en même temps comme une fin, et jamais seulement comme un moyen. Ce qui veut dire que on n'a pas le droit de traiter les autres comme de simples moyens, purement comme de simples moyens. On doit toujours aussi en même temps considérer en eux le fait que l'existence d'une fin libre, le fait qu'un être humain est une fin libre et non pas en fait un objet à notre disposition, un moyen pour notre commodité. Bon. Nos rapports avec les autres sont souvent régis par l'utilité. Quand je monte dans le car, le chauffeur est un moyen. Quand je vais voir le médecin, mon médecin est un moyen pour retrouver la santé. Quand je fais appel à un maçon, le maçon est pour moi un moyen. Quand je vais à un concert, le musicien est pour moi un moyen. Bon, d'accord. Mais nous savons de façon absolument certaine que nous n'avons pas le droit de considérer ces personnes seulement comme des moyens à notre disposition. Hein. C'est-à-dire que même si nous avons des rapports d'utilité avec les autres, nous savons parfaitement que nous n'avons pas le droit de réduire nos rapports à cela, hein, et que nous n'avons pas le droit de considérer les autres uniquement comme des outils à notre disposition. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui pour Kant, finalement, va devenir central et fondamental dans la conception de la personne humaine, c'est l'interdit de l'esclavage, c'est-à-dire le fait que on n'a pas le droit moralement de considérer voilà, une personne humaine comme simplement un moyen à notre disposition, hein. Alors, la raison, Kant va plus loin, la raison, c'est pas seulement que autrui me ressemble, autrui est mon semblable, etc. Puisque sinon, bon, sinon ça veut dire que dès qu'il y a un peu de différence, on aurait le droit en fait, finalement de faire ce que l'on veut des autres. Donc, par exemple, je sais pas moi, un interdit mental, enfin, je sais pas, quelqu'un qui peut atteindre une maladie mentale, on aurait le droit dans ce cas-là, non, évidemment. Donc en fait, c'est pas le phénomène de la ressemblance qui c'est pas quelque chose d'affectif, si vous voulez, hein, qui nous oblige envers autrui, c'est tout simplement le fait qu'autrui est capable de moralité, comme moi, il est capable de comprendre ce que c'est qu'un devoir, hein, et c'est le fait que je comprenne intuitivement, je sache de façon absolue qu'autrui est capable de moralité. Je n'ai pas dit que les autres sont forcément moraux, mais enfin tous les êtres humains sont capables de moralité, sont capables de comprendre ce que c'est qu'un devoir, hein. C'est le fait de cet engagement réciproque qui me lie à autrui, qui crée en fait le lien, la communauté du respect humain, hein. C'est pour cela que nous n'avons pas les mêmes devoirs envers les animaux et envers les hommes, hein. C'est ce qui va devenir la base absolument centrale de la notion finalement voilà, de personne humaine pour Kant, c'est cette certitude, cette évidence que on n'a pas le droit de traiter nos semblables comme des animaux. On n'a pas le droit de traiter ses semblables, pardon, comme des animaux. Alors, ces considérations, vous voyez, vont définir l'humanité par la négation même de l'esclavage. Ce qui est humain, c'est ce qui ne peut pas être esclave. Ce qui définit l'homme, c'est qu'on ne peut pas le traiter en esclave. C'est donc, voilà, la définition de la dignité humaine. Hein, qui commande le respect. Alors, je voulais insister sur le fait, sur une remarque que fait Éric Veil. Éric Veil, c'est un grand philosophe français du XXe siècle,
qui a toute sa vie enseigné la philosophie notamment de Rousseau et de Kant, qui est un grand commentateur de ces philosophes. Et il fait remarquer que dans l'histoire de la philosophie, on n'a pas souvent l'occasion de voir apparaître une idée totalement neuve. Et c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est un peu ce que dit La Bruyère, hein, tout est dit et l'on vient trop tard. Enfin, je veux dire, les idées n'ont pas d'âge. Mais, ajoute Éric Weil, là, on a quand même une idée neuve. Hein. L'idée moderne de la philosophie, c'est l'égalité humaine. Hein, cette idée de l'égalité des hommes entre eux, que l'on trouve d'abord exprimée chez Rousseau, hein, comme on l'a vu, et qui commande le respect et la dignité, hein, comme on l'a vu ensuite avec Kant. Et ça, c'est vraiment un tournant dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire du monde, tout simplement. Hein. Et voilà, le paradoxe sur lequel je termine, hein, c'est que la réflexion sur l'esclavage et son refus absolu vont devenir la base donc, de la définition moderne de l'individu. Hein. Voilà. Alors, en guise de conclusion, quelques considérations historiques et puis également quelques considérations sur les limites de tout cela. D'abord, première chose. Historiquement, l'esclavage donc va finir par être aboli en France en 1794. Hein. Alors, plus étonnant, en fait, le Danemark avait comment dire, aboli l'esclavage avant la France, en 1792. Alors, ça semble un peu bizarre, parce que le Danemark, à ma connaissance, n'était pas une économie basée sur l'esclavage, mais par contre, le Danemark a eu en fait une période de lumière politique à la fin du XVIIIe siècle. Donc, et voilà, où les idées humanistes et généreuses ont décidé un peu de la politique du Danemark pendant quelques années. Alors, les Français vont abolir l'esclavage en 1794. Il faut peut-être un peu tempérer, si vous voulez, l'influence des philosophes dans cette décision. C'est-à-dire que, bon, il est parfaitement logique que les révolutionnaires en 1789 abolissent l'esclavage. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'ils ne l'aient pas fait immédiatement. Hein, et peut-être qu'ils obéissent plus directement à la pression des événements. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, avec la révolution et la fin de la monarchie, les possessions françaises dans les Caraïbes vont être de plus en plus agitées et les Anglais voient dans cette déstabilisation un moyen d'augmenter leur emprise sur les Caraïbes et offrent en fait l'affranchissement aux esclaves qui se révolteraient contre la France. Et dans ce contexte, en fait, les esclaves d'Haïti, enfin de Saint-Domingue, dans la dénomination de l'époque, se révoltent, chassent les colons français, les planteurs français, qui vont en fait se réfugier dans l'autre partie de l'île qui correspond en fait à la République dominicaine aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire la République dominicaine occupe la partie ouest de l'île d'Hispaniola et Haïti occupe la partie est de l'île d'Hispaniola. Et vous avez sur la même île le pays le plus pauvre du monde, Haïti, et l'un des pays les plus riches du monde, la République dominicaine, sachant que l'un est peuplé essentiellement des descendants des colons, qui ont été chassés par les esclaves, et l'autre essentiellement des esclaves révoltés, hein, à partir de 1794. Bon. Alors, comment dire, la France va accorder la liberté aux esclaves haïtiens et donc décider enfin de voter l'abolition de l'esclavage qui avait été maintes et maintes fois repoussée, hein, malgré l'activisme de la Société des Amis des Noirs, une société fondée en 1788, société philosophique dans laquelle on retrouvait bon, un peu les grands noms de la Révolution, et notamment les philosophes de la Révolution, à savoir notamment bon, Condorcet. On retrouvait aussi là-bas Lafayette. Mirabeau, l'abbé Sieyès, l'abbé Grégoire, donc voilà plutôt des personnes tout à fait honorables qui malgré tout n'avaient pas réussi en fait à faire valoir leurs convictions philosophiques contre tout simplement les intérêts et le racisme tout simplement des autres représentants du peuple. Bon. Napoléon rétablira l'esclavage en 1802, hein, vous voyez comme quoi l'histoire, l'influence des grandes idées sur l'histoire est très 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 lente et progressive. Hein. Et c'est seulement en 1848 que l'abolition sera définitive avec voilà, la loi de Victor Schœlcher. 100 ans, autrement dit, après la publication de l'Esprit des lois. Bon,
Ceci dit, moi, la question qui m'intéresse, c'est pas tellement de chanter, en fait, vous voyez, le triomphe du progrès des grandes idées, mais de faire remarquer qu'en fin de compte, est-ce qu'on peut vraiment abolir l'esclavage? Vous voyez, après tout, finalement, en fait, dans les pays européens, à l'époque de la monarchie, l'esclavage était interdit. L'esclavage est interdit depuis 1315, hein, pour des raisons, en fait, qui sont toujours liées au contexte chrétien. Hein. Et il y avait cette maxime juridique qui disait qui voit la terre de France voit sa délivrance. Ce qui fait qu'en fait, un esclave qui posait le pied sur le territoire français était en théorie, assuré de son affranchissement. Pas d'esclave en métropole. Mais en réalité, ce genre de règle a toujours connu toutes sortes utiles pour les esclavagistes, puisque par exemple, les esclaves qui accompagnaient leur maître en métropole ne devenaient pas libres de fait en mettant le pied en métropole. Hein. Et autre exemple, le Code noir. Le Code noir, en fait, c'est cette réglementation de l'esclavage qu'avait établi Colbert à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et à la fin du XVIIe siècle. Et alors le Code noir, bon, qui est un recueil très étonnant de réglementation à la fois assez barbare et en même temps d'un embryon quand même de droit sur l'esclavage, sur bon, un peu la sûreté, enfin la garantie de certains droits, bon, certes tout à fait minimaux pour les esclaves. Bon, en tout cas, le Code noir avait été refusé par les parlements nationaux. C'est-à-dire qu'en France, normalement, les parlements devaient enregistrer une loi pour que celle-ci soit effective, ce qui était en fait une pure et simple formalité presque toujours. Mais dans le cas du Code noir, les parlements avaient refusé. Hein. Et pourtant, en fait, évidemment, l'esclavage, ça n'a pas du tout empêché l'esclavage d'avoir lieu, de prospérer, etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'esclavage, c'est toujours une pratique illégale, finalement. Et même aux États-Unis, enfin non, surtout aux États-Unis, devrais-je dire, hein, l'abolition de l'esclavage qui date de 1863 et qui a été généralisée à la fin de la guerre de sécession en 1865 n'a absolument pas empêché que des générations et des générations de Noirs continuent de vivre dans des conditions qui étaient en fait finalement quasiment celles de l'esclavage. Hein. C'est-à-dire que la ségrégation et le refus d'accorder des droits civiques aux Noirs, ben, c'est jamais que la perpétuation de l'esclavage sous une autre forme juridique. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, quand on lit Rousseau, que comprend-on? Eh bien, on comprend que finalement, l'esclavage, c'est pas une notion juridique. On ne saurait jamais trouver aucun fondement juridique pour l'esclavage. Hein. L'esclavage ne peut pas reposer et n'a jamais reposé sur des textes de loi, mais en fait simplement sur le fait de la force, maquillé ensuite par des textes de loi. Et ce qui veut dire que on peut abolir, c'est très bien, les lois, les fausses lois sur l'esclavage, mais cela ne suffira jamais à y mettre un terme. Hein. C'est-à-dire qu'on trouvera toujours de nouvelles formes de servitude pour apparaître, hein, sous des formes nouvelles et pour perpétuer l'esclavage sous d'autres noms. Hein. D'ailleurs, ici, le fait est que bon, voilà, l'esclavage, c'est le grand combat philosophique, enfin, un des grands combats philosophiques du XVIIIe siècle, mais au moment où finalement les révolutionnaires voilà, l'abolissent et donc prennent acte voilà, de l'aboutissement des réflexions des philosophes, eh bien à ce moment-là se préparait déjà un autre esclavage, l'esclavage nouveau, qui va devenir en fait le sujet du XIXe siècle, c'est-à-dire l'aliénation par le travail, hein, l'aliénation capitaliste, l'aliénation ouvrière. Et justement, quand en 1848 Victor Schœlcher abolit l'esclavage, eh bien en fait l'esclavage a déjà changé, c'est-à-dire que l'esclavage du XIXe siècle, il existe, mais sous une autre forme, et c'est l'aliénation ouvrière. Hein. Autrement dit, voilà, est-ce qu'on peut vraiment en finir avec l'esclavage? Je veux dire, aujourd'hui encore, en France, il y a des faits d'esclavage, ça existe, et ailleurs dans le monde. Quand, par exemple, une riche famille emploie les services du personnel, de domestiques, de bonnes, etc., qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas d'habitation, qui n'ont pas d'horaire de travail, qui n'ont pas vraiment de salaire, parce qu'en fait, on rembourse la garde d'enfants ou la bonne envoie tout son salaire au pays pour rembourser le passeur. Bon, c'est de l'esclavage moderne. Quand de riches émirs saoudiens viennent en France avec accompagnés en fait, pareil, de personnel qui n'ont pas vraiment de papier d'identité, de liberté, bon, en fait, c'est de l'esclavage également. On peut
abolir l'esclavage dans les lois, et c'est très important, mais en fait, l'esclavage, c'est surtout une question de fait, hein, une question de violence factuelle, et non pas simplement une question juridique. Voilà. Voilà, c'était le dernier petit bémol pour rejoindre un petit peu ce que je disais dans l'introduction sur le fait que finalement on n'a jamais totalement fini de solder l'héritage de l'esclavage et du passé esclavagiste. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour un nouveau cycle de cours.